What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Alright, what is up, beautiful soul? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ou si vous n'êtes pas en pleine forme, j'espère que vous prenez soin de vous pour prendre soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est toujours intéressant ce temps-ci de l'année avec le dernier mois qui est à nos portes, le temps des fêtes qui s'en vient, qui peut parfois être une petite source stressante pour certains d'entre nous. J'espère qu'à travers tout ça, le changement de saison, le froid qui arrive, les parties de Noël qui s'organisent, qu'effectivement tu prends le temps de prendre soin de toi à ta façon, sans viser la perfection, mais en visant la progression, des belles prises de conscience et tout ça. Je t'encourage d'ailleurs à toujours retourner voir en arrière sur le podcast. Et s'il y a une semaine que le thème de la conversation Awesome, ça te parle peut-être un peu moins, ben n'hésite pas à aller réécouter des épisodes. Moi, j'aime ça d'en repartager sur mes réseaux sociaux, des épisodes qu'on a fait l'année passée. On arrive presque à 2 ans de podcast, qui est quand même fou. On va célébrer le 100e épisode vraiment bientôt. Je vous prépare un épisode vraiment cool pour célébrer ça. Mais bref, tu sais, par exemple, j'avais fait un épisode l'année passée sur comment survivre le changement de saison. Ben, on est dans un changement de saison en ce moment avec l'hiver. Donc, encore une fois, n'hésite pas à retourner en arrière, à te promener sur le podcast. Si t'es nouvelle sur la plateforme, ben, bienvenue. Puis, raison de plus pour scroll back puis aller voir s'il y a d'autres thèmes là, dans les conversations qu'on a eues dans le passé qui vont pouvoir t'aider avec ta santé, tout dépendant de ce que tu as besoin spécifiquement. Mais aujourd'hui, on fait une autre sorte de conversation awesome. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un Q&A, une question-réponse. Mon Dieu, je pense qu'on l'a fait juste une fois, puis c'était l'épisode, j'ai le chiffre 17 qui me vient en tête, mais c'est peut-être pas 17 là, mais ça fait vraiment longtemps, on avait fait un Q&A. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Je vous ai posé une question ouverte sur mes réseaux sociaux il y a quelques semaines pour pouvoir répondre à vos questions par rapport à mon voyage. Donc, si tu le sais pas, je suis en Europe depuis le début septembre, donc ça fait 3 mois. Et j'ai vécu une vie très nomade dans ma vingtaine, donc c'est pas mon premier long voyage et c'est certainement pas le dernier non plus. Et par vos questions, par les commentaires que vous m'envoyez, que ce soit par courriel, sur mon Instagram, sur mon Facebook, je trouvais ça quand même pertinent de faire un épisode de podcast puis d'aller en profondeur dans ces réponses-là. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de vous dire dans quel hôtel je suis restée, puis quel parc national j'ai fait, puis vous faire un day-to-day, puis un détail après détail de mon itinéraire puis de ce que j'ai fait. Ça serait pas mal ennuyant, puis c'est pas un podcast sur sur le voyage spécifiquement en soi, mais c'est par mes réponses à vos questions, par les pistes de réflexion que moi j'ai eu à faire quand je préparais un peu les questions puis les réponses, et par mon partage aujourd'hui, ben vous aider aussi à peut-être réfléchir à certains aspects de votre vie, à peut-être avoir des trucs ou des rappels sur certaines choses par rapport à votre santé ou par rapport à vos objectifs, même si c'est pas spécifiquement en lien avec le voyage. Fait que si toi t'es comme je m'en fous de savoir qu'est-ce que Claudia a fait dans ces 3 derniers mois, je l'ai suivi sur Facebook ou moi le voyage ça m'intéresse pas, ben sache que l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas que ça. On va déborder un petit peu évidemment dans la santé, les habitudes de vie, le développement personnel, les prises de conscience et tout ça, comme on fait à chaque semaine. Fait qu'encore une fois, merci à ceux qui ont envoyé des questions. Si jamais vous en avez d'autres à la fin de cet épisode-là, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce qu'effectivement, ça fait 3 mois que je suis en voyage en Europe. Ça faisait, bon, évidemment, depuis la pandémie. Alors moi, j'étais revenue de mon dernier long voyage, genre le 7-8 mars 2020, juste avant le premier lockdown. Donc, j'avais passé plusieurs mois en Asie.
Et évidemment, je n'étais pas sortie du pays pendant les 2 dernières années et demie. Donc, j'étais due pour une petite aventure nomade. Ça a été un voyage absolument incroyable. Là, j'enregistre cet épisode-là en Espagne. Je suis avec mon amie Emma. On est dans nos derniers jours. Vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et je vais commencer à répondre aux questions pour pas devoir me répéter si jamais dans mon introduction, je réponds déjà à des questions qui ont été posées. Mais voilà. Alors, la première question, en fait, j'aurais pu finir avec cette question-là, mais on va commencer avec cette question-là. C'est quoi les leçons apprises jusqu'à maintenant dans ce voyage? Lessons learned so far. J'ai fait un épisode de podcast pour mes 32 ans qui s'appelait 32 leçons pour mes 32 ans. Donc, allez écouter ça si c'est pas déjà fait. Et ça, c'était vraiment un épisode qui marquait 32 leçons qui, à ce jour, dans ma vie, résonnent avec moi, que j'ai appris, réappris souvent dans ma vie, dans ce voyage-là aussi, mais juste en général. Fait que pour répondre à la question d'aujourd'hui, je vais vraiment y aller avec c'est quoi les leçons que j'ai apprises dans ce voyage spécifique-là. Parce que je pourrais dire l'importance de vivre dans le moment présent. Oui, ça m'a remontré encore une fois à quel point c'est important de vivre dans le moment présent, mais c'est pas quelque chose de très, très spécifique à ce voyage-là. Fait que c'est comme ça que je vais répondre à la question pour pas répéter des leçons que je vous nomme ou que je vous dis quand même assez souvent. Et comme je disais dans l'épisode que j'ai fait pour ma fête il y a quelques semaines. Donc, dans ce voyage-là, la leçon que j'ai apprise, c'est que j'ai comme pu être capable pour la première fois de vraiment embrace, de vraiment apprécier qui je suis vraiment à 100% dans cette nouvelle version de moi-même. Je peux être moi, j'ai pas besoin de rien prouver à personne, j'ai pas besoin de faire semblant que X m'intéresse, je peux me donner la permission de faire puis d'être ce qui est en alignement, vraiment avec moi. Puis de pas questionner mon intuition ou mon gut feeling juste parce que c'est ce que je devrais, et là je mets des guillemets, là, ce que je devrais faire. Je vais donner des exemples précis pour illustrer ça. Tu sais, par exemple, dans le passé, quand je disais, je sais pas moi, je pars, mettons, pour 3 mois. Ou je pars, mais tu sais, je veux pas revenir à la maison, ou je veux comme montrer que je suis capable de voyager pendant plus qu'un mois sans revenir au Québec, ou tu sais, montrer que c'est ça, là, que je suis libre, que je suis indépendante, que j'ai pas besoin de revenir à la maison, même si c'est des longs délais pour revoir ma famille ou mes amis ou quoi que ce soit. Tu sais, il y avait comme cette espèce c'est de l'ego, hein, il y avait comme cette espèce de fierté-là, et de un peu me prouver à moi-même, ou prouver inconsciemment ou consciemment que je peux vivre la vie nomade le nombre de temps que je veux, puis la durée que je veux. Versus dans ce voyage-là, assez tôt dans mon voyage, malgré que j'adore la vie nomade, ça m'a fait tellement du bien de reconnecter avec cette partie de moi-là, de remettre en priorité cette valeur-là, assez tôt dans mon voyage, au mois d'octobre à peu près, j'étais comme « je pense que je vais rentrer au Québec pour les fêtes ». Puis tu sais, avant, j'aurais fait comme les gens vont peut-être penser que je reviens vite, juste après 3 mois, ou ça vaut-tu vraiment la peine de revenir au Québec pour après ça repartir en janvier? Puis j'étais comme non, comme si j'enlève l'ego, puis si j'enlève la petite voix dans ma tête qui est simplement le résultat de programming antérieur, moi, dans mon cœur, dans mon intuition, j'ai envie de revenir au Québec pour voir mes neveux, pour voir des gens, pour voir ma famille, pour voir mes amis, pour profiter des choses awesome que j'ai à la maison, tu sais. Je voyage pas pour m'enfuir de mon chez-moi, là. J'ai plein de super belles choses pour lesquelles je suis reconnaissante, des super belles personnes et relations pour lesquelles je suis reconnaissante. Fait que j'ai comme le droit de revenir, si ça me tente, après 3 mois, puis après ça, de repartir, tu sais. Fait que c'est ce que je veux dire par me donner la permission de suivre mon intuition, puis de pas avoir besoin de demander la permission à quelqu'un, ou tu sais, puis encore ça, tout ça c'est inconscient, hein, des fois on fait plein d'affaires, puis ça se passe in the back of our head, dans notre subconscient, puis des fois on s'en rend pas compte, mais ça c'est un exemple que j'étais comme c'est cool, tu sais. L'autre exemple aussi que je peux donner par rapport à ça, j'avais fait un infolettre là-dessus. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon infolettre, à chaque samedi, j'envoie mon super famous Samedi Santé, qui est un courriel awesome dans lequel je partage toutes sortes de choses. C'est vraiment du contenu intéressant. À chaque semaine, j'ai du feedback de ceux qui le lisent, ce courriel-là. Donc, va sur mon site Internet, puis abonne-toi à l'infolettre pour recevoir les Samedis Santé. Mais bref, il y a quelques semaines, j'avais partagé ça, que je m'étais rendu compte que
J'ai plus besoin, genre, de me dépasser fois 1 million physiquement, puis de me prouver à moi ou encore aux autres inconsciemment que je suis capable de marcher, genre, 12 heures de temps, puis de monter des montagnes de fous, puis de faire du vélo pendant, genre, je sais pas moi, 5 heures, ou de prendre ma valise puis mon sac, puis marcher 3 kilomètres pour me rendre à mon hostel parce que j'ai peut-être un peu trop de fierté ou je veux me prouver à moi-même que je suis capable de le faire sans demander un taxi ou prendre le bus, tu sais. Fait que ça aussi, c'est comme une belle leçon de vraiment juste être moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Tu sais, ça me tente peut-être pas, genre, de marcher 3 kilomètres avec ma petite valise, puis c'est correct. C'est pas parce que je décide de prendre un taxi ou de prendre le bus que ça fait de moi quelqu'un qui est paresseuse ou qui est pas en forme ou qui est lazy ou qui goes for the easy way out. Donc, comme j'ai changé, j'ai évolué énormément depuis mon dernier long voyage, dans les 2 années et demie. Si ça fait longtemps que tu me suis, tu l'as sûrement vu sur mes réseaux sociaux, dans mes épisodes de podcast, j'ai partagé plusieurs choses. Ben ça a été ça, la grosse leçon. C'était comme, aïe, aïe, c'est cool, genre, la nouvelle version de Claudia, la façon qu'elle voyage. Puis ça fait en sorte que ça a été mon voyage le plus stable émotionnellement de toute ma vie. Pardon. Comme je pense que j'ai pleuré une fois en 3 mois. Puis pas que pleurer c'est mal, vraiment pas. J'ai pleuré à peu près 46 millions de fois avant mon voyage en 2022. C'est pas bon, pas bon, mais c'est juste que j'étais tellement stable dans mon corps émotionnel, tellement dans des hautes vibrations, tellement là, présente, en alignement avec qui je suis, tellement en train de suivre mon intuition, de vivre en alignement avec mes valeurs, que comme tout était calme, tout était grounded, tout allait bien. J'ai pas eu de méga high, j'ai pas eu de méga low, je me suis pas sentie lonely. Tout était un step après l'autre dans la direction que c'était supposé aller. Puis ça m'a prouvé que tout le travail que j'ai fait sur moi dans les 2 dernières années et demie, depuis mon dernier voyage, et même j'avais commencé avant ça évidemment, ben j'ai comme pu embody, j'ai comme pu mettre en action puis vivre de cette façon-là, ce qui m'a donné un voyage absolument incroyable. Fait que ça, c'est pas mal la méga grosse leçon que j'ai retenue de ce voyage-là. Ce qui est un petit peu en lien avec mon human design, qui est... moi, je suis générateur. J'en ai parlé quelques fois sur le podcast. On a un épisode de complet là-dessus avec Karine Guy. Je pense que c'est l'épisode 73, Apprendre à se connaître grâce à son human design. Puis la stratégie du générateur, c'est de répondre à la vie. Ce qui veut dire que si tu as une pensée de comme « je veux aller... je vais vous donner un exemple qui est vrai. Je veux aller dans les Pyrénées pour ma fête. C'était ça mon plan initial. J'allais croiser de France à l'Espagne autour de ma fête au début novembre. Puis je me disais, ce serait cool d'être dans les montagnes, faire la chaîne des montagnes Pyrénées, qui est une chaîne de montagnes qui traverse, dans le fond, de ouest en est, le border, la frontière de l'Espagne et de la France. Puis, comme je disais, générateur, c'est supposé répondre à la vie. Mais là, comme ça venait de moi, puis comme j'essayais de le make it happen, puis de le forcer, puis de faire des recherches, puis d'essayer que ça fonctionne, puis trouver, OK, c'est quoi mes options? Est-ce que je loue une voiture? Mais là, je vais être toute seule. Est-ce que je prends le bus d'une place à l'autre? Mais là, il faut que je fasse un gros détail. Tu sais, tout était vraiment forcé, puis il y avait de la résistance, puis c'était juste pas fluide. C'est le seul moment dans mon voyage que ça a comme pas été fluide, parce que j'étais pas justement dans mon essence de, il y a quelqu'un qui me propose ça, ben je vais répondre. Parce que ça me dit « hell yes » dans mon gut, tu sais. Ou « je tombe sur tel magasin avec telle annonce dans la vitrine qui parle de tel tour qu'on peut faire à tel endroit. » Puis ça me dit « oui, j'ai envie de faire ça. » Fait que la seule fois que j'ai pas écouté cette stratégie-là qui est de répondre à la vie, de répondre à ce qui se présente à toi, au lieu de toujours être en train de make it happen, puis de le forcer, puis de le résister, puis de le faire no matter what, même si c'est pas facile, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui font en sorte que, ça va peut-être pas arriver de la façon que tu veux, ben ça, c'est la première fois, en fait, que je me laisse la permission d'un peu attendre de répondre à ce qui va se présenter à moi et surtout de faire confiance qu'il y a quelque chose qui va se présenter à moi, tu sais. Puis ça, c'est une leçon que je veux garder dans ma business avec Karmakin parce que, vous me connaissez peut-être, tu sais, moi, je suis go-getter, OK, je veux faire ça, je veux faire telle affaire, puis go, let's make it happen, puis c'est correct. Mais il faut aussi se donner l'espace de répondre à qu'est-ce qui se présente à toi de différentes façons. Que ce soit un post que quelqu'un t'envoie, que ce soit une rencontre que tu fais dans la rue, que ce soit une affiche que tu vois. Tu sais, je pense que c'est important de suivre ça. L'essence de générateur, c'est générateur, mais surtout d'être
à l'écoute de ton intuition, de ton gut feeling, puis de lâcher prise. Quand tu essaies que quelque chose arrive, puis c'est comme, ça fait une semaine là, que tu veux que ça arrive, puis tu fais des recherches, puis c'est compliqué, puis ça te donne mal à la tête, puis ça te donne mal au cerveau, ben il est peut-être temps que tu relâches un peu la corde. Puis honnêtement, dès que j'ai fait genre « fuck it, je m'en vais pas dans les Pyrénées, c'est trop compliqué, ça fait une semaine that I'm trying to make this happen », finalement, j'ai traversé direct en Espagne, puis instantanément, je l'ai senti dans mon corps, dans ma vibe, que j'étais comme « ah ». Ouais, c'est ça que je voulais, puis my God que je suis contente d'avoir lâché prise sur ce plan-là qui clairement était pas fait pour arriver à ce moment-là dans ce voyage-là. Peut-être plus tard. Puis en fait, come back full circle, parce que c'est ça, je suis avec Emma en ce moment, on conduisait, on visite un petit peu la région de la Costa Brava, puis à un moment donné, on conduit, je suis comme « oh my God, c'est les Pyrénées juste en avant de nous », tu sais. Fait que finalement, j'ai vu mes Pyrénées, mais un petit peu plus tard, puis d'une façon différente, qui était pas forcée. Fait que bref, cet exemple-là, c'est pour montrer l'autre leçon que j'ai appris de faire confiance à cette essence-là et, juste d'être ouverte à recevoir ces petits clins d'œil-là de la vie, de l'univers, puis de pouvoir y répondre quand ça flow bien, quand c'est facile, quand tout s'enchaîne un après l'autre, sans résistance, là, vraiment à mon rythme. Donc voilà pour la première question. Inquiétez-vous pas, les autres questions, ça va aller un petit peu plus vite, sinon le podcast, il va durer genre 7 heures. OK, prochaine question. Est-ce que je mange la bouffe dans l'avion? Il y a eu un temps que non, maintenant oui. C'est sûr que si j'ai des vols courts, par exemple, j'ai pris un vol de Nantes à Nice en France qui était genre 1 heure quelques. J'ai pris un vol de Sévilla à Barcelone en Espagne ça aussi c'était moins de 2 heures. C'est sûr que si c'est des vols très courts, non, je prends pas la bouffe de l'avion, je fais pas exprès d'acheter quelque chose de l'avion. Premièrement, c'est 4 fois plus cher. Deuxièmement, ben c'est des options qui sont pas super saines. Mais c'est sûr que, par exemple, mon vol de Montréal à Genève, où là, ben je vais voler de l'Espagne au Portugal à Montréal, ben oui, tu sais, ils vont servir quelque chose, je vais prendre le plat dans l'avion. Oui. Pourquoi? Parce que, bon, souvent... quand c'est des longs vols, ben tu t'as faim. Après ça, tu peux avoir quand même des options pas si mal. Des fois, ils vont rajouter un petit peu de légumes. Des fois, ils vont rajouter un petit sac de noix. C'est sûr que j'ai toujours des collations avec moi. Genre un sac de noix, j'en amène toujours. Si je suis capable de... C'est rare, là, mais des fois, ils peuvent vendre des fruits. À l'aéroport, mettons, une banane, une pomme, fait que ça, je peux amener ça. Fait qu'au moins, ça me fait des aliments qui sont un petit peu plus nutritifs, un petit peu plus vrais aussi, parce que veux pas, la bouffe d'avion, c'est assez transformé, merci. Mais avant, j'étais vraiment, vraiment stricte avec ça, quand j'avais des troubles alimentaires. Puis là, je me dis, check, c'est 1 ou 2 repas. Tu le sais que, je mange pas le yogourt, mettons, parce que je fais attention à tout ce qui est produits laitiers. Je mangerais peut-être pas genre du poulet dans l'avion au cas où, tu sais. Mais tu sais, si c'est quelque chose genre des pâtes ou tu sais, non, c'est pas le plus optimal. Oui, c'est transformé. Mais je sais que je vais quand même arriver à bien le digérer. Ça me donnera pas genre méga mal au ventre. Ça fait quelque chose à manger. Puis je m'en fais comme plus trop avec ça maintenant. Après, si je prenais l'avion genre vraiment plus souvent que ça, peut-être que je me préparais plus d'avance avec des repas puis j'amènerais moi-même plus de collations à ma bouffe. Mais pour l'instant, comme c'est assez rare que je prends des longs vols qui incluent genre un repas, ben oui, je mange l'avion juste par convenience, simplicité puis côté pratique. L'autre question, comment faire pour respecter son plan alimentaire quand tu veux essayer des spécialités locales? Ça, c'est une très, très bonne question. Ça aussi, la réponse que je vais donner aujourd'hui est très différente que la réponse que j'aurais donnée probablement il y a 10 ans, quand j'étais vraiment, vraiment à cheval sur mon plan alimentaire, justement. Et même en 2020, j'avais fait un plan alimentaire de 12 semaines, puis je me souviens, j'étais allée en camping avec ma chum Laurie, sa famille, tout ça. J'avais littéralement amené tous mes Tupperware puis toute ma bouffe pour les 4 jours qu'on était en camping. J'avais pas mangé un popcorn, j'avais pas mangé rien. Là. J'avais vraiment respecté mon plan alimentaire. Puis bon, c'était correct. J'étais dans mon mode un peu perfectionniste de suivre un plan. Mais je veux dire, à un moment donné, t'es en camping, là, tu peux en manger du popcorn puis un marshmallow autour du feu, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que ma réponse aujourd'hui, parce que j'ai appris à m'accorder beaucoup plus de flexibilité dans mon alimentation, parce que j'ai remis mon corps en santé fois 1000 après avoir guéri de mes troubles alimentaires, puisque ça avait causé sur, par exemple, bien évidemment, mon état mental, mais aussi mon système digestif et tout ça. Bien, je peux me permettre maintenant beaucoup plus de flexibilité qu'avant, sans que ça affecte soit mon poids, soit que ça affecte soit mon mindset, mon poids ou, par exemple, ma digestion.
Donc, je pense qu'il faut vraiment accorder encore plus d'importance à nos non négociables dans ce temps-là et à notre fameuse règle du 80-20. Ce qui veut dire que, honnêtement, dans les 3 derniers mois, j'ai jamais mangé autant de produits laitiers, de chocolat, de pain au chocolat, juste d'aliments qui font vraiment pas partie de mon plan alimentaire optimal habituellement à la maison. Mais, parce que j'ai vraiment priorisé mes non négociables, je vais vous en nommer quelques-uns après, parce que justement, ça fait des années que mon métabolisme, ma digestion, ma santé mentale par rapport à la bouffe vont super bien, ben ça fait en sorte que je finis pas mon voyage avec 20 livres de plus, des boutons partout d'en face, des constipations chroniques ou de la diarrhée tout le temps. Right? Donc, 80% du temps, ben je bois mon eau, je mange mes fruits puis des légumes, je m'assure d'avoir des protéines à chaque repas, je m'assure de mastiquer, de manger lentement, peu importe ce que je mange, comme ça ben j'arrive à mieux digérer. Je me laisse un minimum 12 heures. Donc, par exemple, en Espagne, ils mangent super tard le soir. Donc, c'est pas pantoute dans mes habitudes de manger, de souper à genre 9-10 heures le soir. Moi, je dors à cette heure-là. Mais en Espagne, il a vraiment fallu que je change un petit peu mon horaire de bouffe. Donc, comme je finis de manger beaucoup plus tard le soir, ben le matin, même si habituellement je déjeune peut-être pas nécessairement quand je me lève spécifiquement, mais dans la première heure ou deux après m'être levée, ben là, il est pas rare que la première fois que je mange, c'est genre à midi ou 11 heures. Parce que j'ai mangé tard la veille. Fait que me laisser du temps, un minimum 12 heures entre mes 2 repas, mon dernier repas du jour d'avant et mon premier repas du jour du lendemain, ça pour moi, c'est un non négociable, une règle, un pilier fondamental, bref, qui m'a vraiment aidée. Donc oui, t'es en voyage, essaye les spécialités locales. Ça fait partie de la santé, ça fait partie d'avoir du fun, ça fait partie de la culture, d'en profiter, mais en quelle portion? Hein? C'est pas parce que tu te permets de manger du pain au chocolat en France que tu en manges 12 par jour. Tu peux en manger 1. Est-ce que tu peux le manger plus tard dans ta journée au lieu de commencer avec ça le matin? Eux, ils font ça, hein, ils déjeunent avec ça. Puis je l'ai fait quelques fois, là. Il y a des fois que je mangeais une chocolatine, genre, ou un croissant le matin, puis tu le sens direct dans ta journée. Fait que je suis comme, OK. Fait que moi, je prenais une spécialité locale ou quelque chose d'un petit peu plus sucré l'après-midi. Comme ça, le matin, ben je respecte mes non négociables, je pars ma journée, j'ai mon énergie, j'ai mon taux de sucre sanguin qui est assez stable. Puis le soir, comme je disais, ben j'ai le temps de digérer, puis ça affecte pas trop mon sommeil. Fait que c'est juste des petits exemples comme ça qui vous dit que c'est correct en voyage. Là, le temps des fêtes arrive en plus. Mange-la, la tarte à pacane, la tarte au pacane à ta mère ou la dinde ou le bacon ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu fais autour de ça dans tes autres habitudes? Tu peux vraiment garder le contrôle là-dessus. Et c'est quoi les circonstances dans lesquelles tu manges cette tarte-là ou ce morceau de bacon-là ou ce chocolat-là? Tu sais, prends ton temps, mastique, apprécie-le, fais attention à la portion, assure-toi qu'autour, ben, tu abuses pas des autres choses. C'est la pire affaire qu'on peut faire, puis j'ai certainement fait pendant plusieurs années, c'est j'ai mangé un muffin, ben fuck it, je vais manger 3 autres millions de choses qui sont sucrées, puis gras, puis tout, parce que tant qu'à y être, puis demain, je vais recommencer à manger ma salade puis mes petits légumes, tu sais. Non, t'es mieux de manger un petit quelque chose de sucré ou de différent à chaque jour, mais en petites portions modérées, puis garder tes bonnes habitudes tout le reste de la journée, que de go all-in parce que t'es en Espagne ou parce que c'est Noël. OK, donc j'espère que ça répond à la question. Prochaine question, est-ce que tu continues à t'entraîner? Donc, si vous m'avez suivi un peu sur mes réseaux sociaux, vous avez peut-être vu qu'effectivement, oui, je continue à m'entraîner. Encore une fois, hein, c'est sûr que c'est différent. À la maison, j'ai ma routine, je veux dire, je fais ma routine matinale, c'est immanquable, ça fait partie de mon quotidien, je m'en vais au gym à tous les jours, à peu près vers 8h, 8h30. Ça fait des années que je fais ça fait partie de mon day-to-day, il n'y a pas de question. Le gym, il est à 5 minutes de chez nous, comme, c'est facile, c'est intégré, j'aime ça, j'adore ça, j'en ai besoin. En voyage, c'est pas comme ça. Je veux dire, dans mon cas. Hein? Toutes les questions et les réponses aujourd'hui, c'est mon humble expérience opinion. Hein? Tu as peut-être des réponses différentes si toi aussi, tu as déjà voyagé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent. Par exemple, en Suisse, j'ai marché à peu près 3 millions, puis tu sais, j'exagère un peu là, j'ai marché à peu près 3 millions de pas à tous les jours pendant presque mon mois au complet. Il y a des jours où c'est un petit peu plus relax, mais en général, en Suisse, j'ai été énormément active en termes de randonnée, de vélo, de hiking, de marche. Donc, c'est sûr que quand tu fais 20 000 pas par jour, t'as pas vraiment envie, puis
ton corps ne suit plus vraiment pour aller faire ton workout de squat habituel que tu fais chez vous quand c'est leg day. Donc, c'est très différent. En Suisse, c'est très, très cher. Fait qu'une pause d'une journée dans un gym, c'était comme 20 à 25 francs. Le taux de change quand j'étais là, c'était presque 1,50, ce qui veut dire que, mettons, 20 francs, c'est à peu près genre 30 piastres. Est-ce que ça me tente de payer 30 $ pour aller dans un gym parce que moi, d'habituellement, je fais tel workout avec telle machine, avec tel nombre de séries? Non. Donc, je continue à m'entraîner, mais je regarde un petit peu l'accessibilité des gyms, que ce soit au niveau de s'ils offrent des passes gratuites ou des passes d'une journée qui sont abordables, s'il y en a près de où est-ce que je suis. Puis en Suisse, ben effectivement, je me suis entraînée beaucoup dehors. Donc, dans les parcs, avec la randonnée, en faisant de l'activité physique de façon très différente. Je suis restée avec un ami pendant une semaine. On s'entraînait chez lui. Il y avait une coupe de dumbbells, des poids libres. Donc, on faisait des entraînements ensemble à tous les matins. Après ça, à un moment donné, je suis restée chez un homme qui habitait dans un ancien hôtel avec couchsurfing. Donc, dans l'hôtel, il y avait une piscine, il y avait un sauna, il y avait un gym. Fait que là, je suis allée au gym, j'en ai profité. Mais c'est très, très différent. Après ça, en France, en Espagne, j'ai quand même été capable d'aller au gym à peu près 2 fois par semaine. Parce que c'est ça, il y avait plus d'options. Il y avait plusieurs gyms qui offraient des passes d'une journée à peu près entre 8 et 10 €. Donc, c'est un petit peu plus abordable que 20-25 francs. Puis ouais, ça me manque. Moi, j'adore aller au gym m'entraîner, lever des poids. Fait que tout ça pour dire que oui, je continue à être active surtout. M'entraîner, ça change énormément. Tu sais, j'ai pas été au gym faire d'elliptique ou genre, en fait, je fais jamais d'elliptique au gym. J'ai pas été depuis genre 15 ans. J'ai pas été au gym faire du Stairmaster ou faire du vélo parce que tu sais, je fais mon cardio autrement en marchant, comme je disais, énormément à tous les jours. Mais quand je pouvais, j'y allais, je faisais un workout du haut du corps, du dos, des épaules, chest, bras, abdos, un petit peu de jambes si jamais je suis pas trop raquée de tout le hiking que je fais. Mais c'est super important pour moi de rester active. Puis tu sais, si je peux faire du parallèle entre la question précédente par rapport au plan alimentaire, nutrition optimale, puis l'entraînement, il faut accepter, puis ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec mes troubles alimentaires, il faut accepter qu'il y a différentes phases dans une vie. Il y a des phases dans lesquelles ça va être le temps là, de faire un gros boost de performance ou de perte de gras ou d'avoir des habitudes qui sont vraiment on point à tous les jours, à toutes les semaines, avec les circonstances idéales que tu sais, t'es dans ta cuisine, t'as ton frigo, tu peux cuisiner à tous les jours, t'as ton petit blender pour faire tes petits jus le matin, tu vas au marché, t'achètes tes fruits, tes légumes, tu fais un gros meal prep, tu sais, quand t'es chez toi, à la maison, ou quand tu voyages à quelque part puis tu restes là pendant longtemps, ben c'est plus possible de faire. Moi, dans les derniers mois, j'ai bougé beaucoup. Fait que j'étais pas dans les circonstances que je pouvais, et que je voulais même, de façon très honnête, répéter ces habitudes-là que je fais à la maison. C'était pas ça le point, c'était pas ça que j'avais besoin, t'sais. Puis encore une fois, des fois, dans les auberges de jeunesse, la cuisine, elle fait un peu pitié, t'sais. Fait que oui, tu vas manger beaucoup plus au resto qu'avant. Mais c'est encore là que les non négociables viennent en jeu. Même chose pour l'entraînement. Il faut accepter que des fois, on est dans des phases. Est-ce qu'en voyage, quand tu bouges d'un endroit à l'autre, ou quand tu es dans une phase de ta vie que, je sais pas moi, tu as full de stress au travail, ou que tu es appelé à voyager à cause du travail, ou grâce au travail, ou quoi que ce soit, c'est-tu le temps là de faire une préparation pour ton premier demi-marathon? Ben probablement pas. Tu vas probablement préparer ton premier demi-marathon quand tu le sais que tu vas avoir un 2-3 mois devant toi, que tu vas être chez toi, que tu vas être en contrôle de ton horaire, qu'il n'y aura pas trop d'imprévus, que tu vas avoir accès à ton gym, accès à tout ton équipement d'entraînement ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, en ce moment, mon but, c'était de rester active parce que j'en ai besoin, j'aime ça, ça me fait du bien à ma santé physique et ma santé mentale et ça m'aide à gérer tous les stresseurs, les agents stresseurs qui sont là quand tu voyages, genre dormir avec d'autres gens dans ta chambre dans un auberge de jeunesse, bouger beaucoup, la pollution, changer de lit à chaque 3-4 jours, changer d'environnement, tu sais, c'est tout des agents stresseurs sur le corps, de la bouffe qui est différente, tout ça. Fait que c'était ça mon objectif. Je suis pas dans une phase que je me dis OK, je vais devenir genre shredded ou genre je vais faire une compétition de powerlifting ou je vais revenir à la maison faire une compétition de patin ou comme je vais commencer un nouveau sport genre l'haltérophilie. Comme non, je continue à m'entraîner, mais je comprends que je suis dans une période de vie où est-ce que l'objectif est différent. Fait que pose-toi la question en ce moment, t'es dans quelle phase de ta vie par rapport à ta nutrition et par rapport à ton entraînement. Toujours en respectant tes piliers de base.
Hein? Ça veut pas dire que, moi, je suis dans une phase que Noël s'en vient, fait que toutes mes bonnes habitudes prennent le bord. C'est surtout pas ça que je suis en train de dire. Donc, j'espère que cette section-là de questions, ça vous aide et que ça vous rassure que c'est correct de changer un petit peu vos habitudes puis de vous donner la permission que ce soit pas optimal tant aussi longtemps que ça ne dépasse pas 20% de ta vie, de ta journée ou de ta semaine. On veut que le gros de tes habitudes reste constante, right? Parce qu'on ne veut plus jamais recommencer à zéro. Alright, là, on va arriver dans des questions un petit peu plus logistiques. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle, le genre de voyage que moi j'aime faire, la façon que moi j'aime voyager selon différents facteurs, selon mes valeurs. Puis c'est des questions qui sont pas toujours faciles à répondre. Par exemple, combien ça coûte? Ça, c'est vraiment la question que je déteste le plus, mais je vais y répondre quand même parce que ça vient assez souvent. Combien ça coûte? Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu peux littéralement voyager pour presque gratuitement. C'est pas des blagues. Okay? Il y a tellement de façons de voyager. Tu peux prendre un billet d'avion, genre super pas cher, que tu trouves grâce à des sites web comme les vols d'Alexis ou Flytrippers. Puis peut-être que tu es super flexible dans tes dates, super flexible dans tes destinations. Puis tu trouves un méga deal, genre Montréal-Paris pour comme 300$. Ça existe. Ou tu peux, je sais pas moi, faire un road trip, puis conduire, puis pas prendre l'avion, puis aller à quelque part d'autre. Puis après ça, ben rendu là, tu peux faire couchsurfing. Si tu sais pas c'est quoi couchsurfing, pense à genre Airbnb, mais gratuit. C'est comme une plateforme où est-ce que les gens ils t'accueillent chez toi. C'est awesome. Oui, c'est sécuritaire. Tout le monde a son profil. Tu as des profils qui sont vérifiés. Tu parles avec la personne. Il y a des photos. Il y a des reviews. Un peu comme Airbnb, mais c'est gratuit. Fait que moi, j'ai fait ça quelques fois dans mon voyage, que les gens m'hébergent gratuitement. Tu rencontres des voyageurs, tu rencontres des personnes qui habitent là, donc qui connaissent le pays, qui peuvent te recommander certaines choses. Puis tu as littéralement pas d'hôtel, pas de Airbnb, pas de hostel à payer. Après ta bouffe, ben ça dépend. Là. Si tu vas manger au resto 3 fois par jour, tu vas peut-être dépenser 100€ par jour. Mais si tu vas faire une épicerie au coin de la rue puis tu t'achètes des œufs avec du gruau, mais ça va peut-être te coûter 10€ pour 5 jours. Fait que ça dépend ce que tu manges. Après, l'autre bloc de dépenses, c'est ton transport. C'est sûr qu'en Suisse, tu prends le train pendant 10 minutes, ça te coûte quasiment 50$. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Est-ce que tu loues une voiture? Est-ce que tu fais du pouce? Est-ce que tu hitchhikes? C'est assez sécuritaire de faire du hitchhiking en Europe, tu sais. Fait que ça aussi, c'est gratuit. Versus prendre un taxi à chaque fois puis avoir un chauffeur privé qui peut te coûter des milliers de dollars. Prendre le bus, prendre le train. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Fait que c'est pour ça que je vous dis c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. Bon, fait qu'il y a ton hébergement, ton vol ou tes transports, train, bus, tout ça, ta bouffe. Puis l'autre, c'est vraiment les activités. C'est sûr que si tu vas visiter un musée à tous les jours, que tu fais des tours privés, par exemple, qui te coûtent 100-150$ à tous les jours, versus si tu vas juste te promener dans un parc puis aller à la plage gratuitement, ben encore là, les activités que tu vas faire, ça va... Le choix des activités que tu vas faire, ça va dicter combien ça va te coûter. Fait que, combien ça coûte? Ça dépend. Ça peut te coûter vraiment, vraiment pas cher voyager, selon ta destination aussi surtout. Tu sais, je me souviens au Vietnam, ça me coûtait genre 2$ la nuit là, pour dans une auberge de jeunesse avec le déjeuner inclus. Tout comme je pourrais aller en Grèce puis me louer l'hôtel de fou qui me coûterait genre 1000$ par nuit. Fait que ça dépend. Il y a vraiment de tout, pour tous les budgets, pour tous les goûts. C'est beaucoup plus abordable que vous pensez peut-être. Ça dépend toujours de qu'est-ce que tu veux. Si tu aimes le luxe, ben tu vas aller un peu plus cher. Si ça te dérange pas de partir à l'aventure, de louer des auberges de jeunesse ou d'aller dans des pays que le coût de la vie est moindre, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment plus abordable que souvent on peut penser. Prochaine question. Comment tu choisis où aller? J'écoute mon gut, j'écoute mon intuition, je parle avec des voyageurs que je rencontre, il y a certains blogs aussi que j'aime bien suivre là, de voyages sur Internet. Fait que par exemple, là, j'avais décidé que je commençais par la Suisse, mais je savais pas trop combien de temps j'allais rester là, où est-ce que j'allais aller, puis j'étais vraiment dans mon generator vibe, qu'une chose amenait à une autre, j'ai une amie qui m'a invitée, après ça, j'ai rencontré un ami d'un ami qui m'a invitée dans la partie italienne, par exemple, fait que j'étais comme, ouais, j'y vais, fait que je suis mon flow, je suis mon intuition, quand j'arrive à un endroit, puis que la vibe est bonne, que j'aime la place, ben je reste plus longtemps, si j'arrive à un endroit que je suis comme, oh non, ça me parle moins, genre Paris, ben je sac mon camp de là le plus vite possible. Ceci étant dit,
encore une fois, ça dépend comment t'aimes voyager. Moi, j'aime pas trop ça planifier d'avance. J'aime ça avoir une idée, mais je laisse ouverte à des changements dans la minute. Je savais pas trop que j'allais venir en Espagne. Je pensais aller en Italie, je pensais peut-être aller en Grèce, tu sais. Fait que c'est comme ça que je choisis vraiment. Je me fais une idée générale, mais je reste ouverte à ce qui se pointe sur mon chemin. Tu sais, si je rencontre 10 personnes, un peu comme quand je suis en Amérique du Sud, tu sais, chaque personne que je rencontrais sur ma route me disait « Ah, la Colombie, la Colombie, la Colombie. » La Colombie, c'était pas prévu dans ce voyage-là. Puis finalement, ben, je suis allée parce que, je sais pas, ça me parlait, les gens avaient l'air d'aimer ça, puis j'ai passé 1 mois là-bas, puis ça a changé ma vie littéralement, tu sais. Fait que c'est comme ça que je choisis. Puis il y avait une autre question aussi qui disait est-ce que tu planifies d'avance? Ben ça va un petit peu avec ça, tu sais, dans le fond, j'avais planifié mes 10 premiers jours juste parce que je savais que j'allais rester chez une amie, j'avais la conférence de prévu. Puis le reste, ben je planifie comme quelques jours à l'avance. Tu sais, quand je décide c'est quoi mon prochain step, logistiquement ou géographiquement parlant, qu'est-ce qui fait du sens, la prochaine ville, tu sais. Puis des fois, ça fait pas de sens, là. Si je faisais une map de mes voyages, tu verrais que des fois, je m'en vais complètement à l'est pour retourner au nord, pour descendre au sud. Puis c'est correct aussi, tu sais. Fait que je planifie quelques jours d'avance. Une fois que je décide, ben là, je planifie où est-ce que je vais rester. Puis c'est ça. Go with the flow. Je vois avec mon intuition, mon gut, les places que j'aime, la température, les activités qu'il y a à faire, etc., etc. Fait que ça aussi, c'est assez vague comme réponse, là, mais c'est ce que je peux dire pour maintenant. Ensuite, comment tu trouves ou décides où loger, où rester? Il y a comme 4 sites que j'aime utiliser. Un, j'en ai déjà parlé, Couchsurfing, qui est vraiment qui est gratuit. Tu restes avec des locals. La façon que ça fonctionne, c'est que tu fais un genre de post public. « Hey, je m'en viens à Granada de telle date à telle date. Je cherche à rencontrer des gens pour visiter la ville ou s'il y en a qui veulent m'héberger. » Puis après ça, tu as des gens qui t'écrivent, qui disent « Hey, moi j'habite à Granada, je peux t'héberger. Voici j'ai un sofa ou tu sais, voici les infos, mon profil, tout ça. » Puis ça aussi, j'utilise énormément mon intuition pour savoir si j'accepte ou je refuse une offre. Fait que Couchsurfing, c'est un que j'utilise de temps en temps. Après, Hostel World, donc des auberges de jeunesse. Puis ça aussi, tu marques tes dates, tu marques où est-ce que tu veux aller, puis t'as comme toutes les reviews, des photos, puis tout. C'est une bonne façon de rencontrer d'autres voyageurs. Fait que tu sais, moi, des fois, j'ai des phases que je veux me faire des amis, puis j'ai des phases que je veux pas vraiment me faire d'amis. Fait que quand je suis dans des phases que je sais que je m'en vais dans une ville qui bouge, que je vais vouloir rencontrer des gens pour sortir, pour aller manger avec eux, puis tout ça, ben je vais rester dans les auberges de jeunesse. Après ça, souvent, ben pas souvent, mais ouais, souvent, quand je fais une phase que je suis avec, par exemple, dans la famille d'une amie, j'ai fait ça quelques fois, par exemple, en Suisse ou en France, puis je sais qu'après ça, j'aurai besoin de mon temps tout seul, ben là, je vais me louer soit un Airbnb, que là, je fais avec mon amie Emma parce qu'on est les deux, ou je vais me louer un hôtel. Tu sais, quand je sens vraiment que j'ai besoin de 2, 3, 4 jours, vraiment toute seule dans ma chambre privée, à faire mes affaires, sans nécessairement rencontrer 1 million de gens, avoir plus d'intimité, de privacy aussi, tu sais, de pas partager ma chambre ou la salle de bain avec personne d'autre, de être tranquille pour faire des trucs pour Carmackin. Ben là, je vais utiliser Booking.com pour louer des hôtels qui ont bien de l'allure, qui sont dans des prix qui me conviennent et tout ça. Fait que Airbnb, Couchsurfing, Hostel World, puis Booking.com pour des hôtels. Tout dépendant, encore une fois, de comment je me sens, si j'ai besoin de rencontrer des gens, si je vais être avec des amis ou si j'ai envie d'être toute seule. Puis évidemment, qu'est-ce qui est disponible là, dans les endroits. Fait que c'est comme ça que je décide. OK. Ensuite, ce que tu as aimé le plus dans ce voyage? Très, très, très dur comme réponse, comme question. Ces questions-là, je les ai pas préparées non plus, donc c'est un petit peu comme si j'étais on the spot. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ce voyage? Ben c'est sûr que mon mois en Suisse, ça a été genre un mois de rêve, là, comme... La Suisse, ça faisait très longtemps que c'était sur my bucket list. Ça faisait partie de mes top 3 destinations que je voulais voir depuis vraiment longtemps. Fait que ça, c'était comme un rêve devenu réalité d'aller dans ce pays-là. Après ça, ben j'ai des amis, même des clients qui habitent là-bas. Fait que de revoir ces amis-là, de passer du temps avec eux, de voir des clients, en plus de faire une conférence internationale là-bas, c'est sûr que ça va toujours être marqué pour moi. Donc, ça a été vraiment, vraiment spécial. J'ai aussi rencontré 2 personnes à Zurich absolument extraordinaires, Vince puis Elena, que je sais que je vais rester en contact avec eux.
Ouais, la Suisse, ça a été un jour après l'autre d'abondance, de nouvelles relations, de bonheur, un pays magnifique. N'importe où que tu es dans le pays, tu regardes autour de toi puis c'est beau. Puis leur standard de vie, je veux dire, tu peux licher le plancher dans le train, là, comme tout est propre, tout est organisé. C'est tellement dans la nature. Puis moi, j'adore la nature. En plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie en voyage, donc c'est le premier pays que je faisais après avoir passé autant de temps pour moi, là, au Québec. Fait que c'est sûr que la Suisse, ça a été vraiment marquant. Donc, j'ai vraiment adoré mon mois. Après, l'Espagne aussi, c'est vraiment dur à choisir. Mais c'est bon, si j'avais un des 3 pays à choisir, je dirais la Suisse pour ça. Ce que tu as aimé le moins dans ce voyage à date, sorry pour les Parisiens ou ceux qui sont fans de Paris, puis ceux qui rêvent d'aller à Paris. Mais c'est sûr que moi, Paris, ça m'a laissé un petit goût amer. Objectivement, là, si tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans la ville, évidemment, le musée du Louvre, puis l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, tu sais, si tu regardes ces monuments-là, c'est les raisons pourquoi Paris est aussi populaire, puis c'est la ville dans tout le monde qui amène le plus de touristes, ben je comprends le hype around it, tu sais, si t'as toujours voulu, je sais pas moi, get engaged in front of the Eiffel Tower, ou que tu vois Paris dans les films, puis tu trouves que c'est tellement romantique, puis c'est ton rêve d'aller là, ben je comprends que c'est possible d'avoir une belle expérience à Paris puis tout. Moi, ça n'a pas été ça. En plus, j'ai eu la fièvre à Paris, genre pour la première fois de ma vie adulte. J'avais jamais eu de fièvre de ma vie. Ça m'a moins parlé. Je trouve que c'est overrated. Il y a énormément de monde. En plus, c'était au mois d'octobre, fait que je peux même pas imaginer de l'été, ça ressemble à quoi. La Tour Eiffel, bon, ça qui est cool, mais genre, pourquoi? Pour prendre la petite photo puis la mettre sur Instagram, tu sais. Encore une fois, j'exagère, puis je suis un petit peu dans du sarcasme parce que je veux pas manquer de respect à ceux qui adorent Paris. Puis si tu rêves d'aller à Paris, s'il te plaît, vas-y. C'est sûr que tu vas avoir une meilleure expérience que moi. Puis c'était pas sur ma liste anyway. Tu sais, moi, j'ai jamais été comme « Ah, je vais aller à Paris dans ma vie. » Je suis allée parce que j'étais en France. Fait que tant qu'à y être, évidemment, on y va. Et comme je te dis, objectivement, il y avait des très belles choses. Mais il y a aussi énormément de monde. Genre, je mangeais les cheveux de la fille en avant de moi dans le métro. C'est sale, ça pue. Ça n'a pas été l'endroit préféré de mon voyage, mettons. Mais c'est mon humble expérience et opinion. Alright, je continue parce que je vois le temps avancer. Ce que tu trouves le plus dur en voyage? Ce que je trouve le plus dur en voyage? En fait, ce qui m'a surpris un peu dans ce voyage-là, c'est à quel point rapidement je me suis rendu compte que j'allais pas continuer ce rythme-là de voyage longtemps. Parce que j'étais en Suisse, vraiment sur un high. Après ça, quand j'étais arrivée en France, j'avais comme pas d'intention pour la France. Je me disais, OK, c'est à côté de la Suisse, je suis là, je connais du monde là-bas, j'ai plein d'amis français, c'est le pays qui attire le plus de touristes dans le monde, il doit quand même avoir des belles choses à voir. Fait que je m'étais dit un peu, tant qu'à y être, je vais y aller. Puis encore une fois, je regarde mes photos, mes vidéos de la France, c'est absolument magnifique, là. J'ai passé vraiment des beaux moments, rencontré des bonnes personnes, passé du temps avec des amis que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Fait qu'un beau voyage. Mais on dirait que ça a comme cassé un peu ma vibe puis mon momentum que j'avais dans la Suisse, pendant que j'étais en Suisse, ce qui m'a permis de voir que parce que j'ai aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup d'inspiration pour Karmakin, parce que pour moi, c'est tellement important d'être en santé, genre optimale, puis d'avoir justement des super bonnes habitudes de vie à tous les jours pour que je me sente bien. Je me suis rendu compte rapidement que la façon que je voyageais, qui était vraiment un voyage, là. Tu sais, genre, tu vas à un endroit, tu visites qu'est-ce qu'il y a à voir, tu rencontres des gens, 2-3 jours plus tard, tu reprends le bas, tu t'en vas à quelque part d'autre. C'est un voyage, en fait. Ce momentum-là, que je voulais pas et j'allais pas le continuer pendant genre 1 an, ou même pendant 6 mois. C'est pour ça que dès le mois d'octobre, j'étais comme « Ah ouais, je pense que je vais rentrer, genre, au Québec pour le temps des fêtes. Puis après ça, je vais retourner voyager, mais avec différentes intentions. » Fait que c'est ce que j'ai trouvé. Ça n'a pas été dur. Ça a juste été un peu surprenant pour moi d'avoir ces réalisations-là assez vite. Mais ça vient à ce que je disais au début, tu sais, avoir fait tellement de travail sur moi dans les dernières années que, tu sais, c'est ça. Genre, c'est ce que je ressens dans ma intuition, c'est ce que je ressens dans ma intuition. Je le questionne plus, j'ai plus besoin de rien prouver, j'ai besoin de me justifier, tu sais. Fait que ça a été dur de continuer. Pas dur, encore une fois, c'est un trop gros mot, là. Mais ça a été intéressant de rester dans la prise de conscience, de continuer à en profiter
fois 1000 de ce voyage-là qui est monté, structuré comme ça, en France et en Espagne. Vraiment, genre, encore une fois, j'utilise le mot voyage, en sachant que, après les fêtes, oui, je vais aller dans une autre destination, dans le sens que je repars du Québec, mais l'intention va être vraiment différente. Je vais en parler après parce qu'il y avait une autre question qui a rapport à ça. Fait que c'était comme, OK, je le sais qu'en ce moment, c'est pas un moment pour m'installer à quelque part, travailler sur Karmakin, optimiser les habitudes de vie. Cool, parce que c'est pas ça que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin d'un voyage, de maintenir la business, mais de pas être dans un cycle de croissance de business, de me retrouver, de reconnecter avec cette passion-là que j'ai, de voir des affaires absolument incroyables. En Espagne, ça m'a permis aussi de continuer à guérir certaines choses par rapport à des blessures antérieures ou des résistances que j'ai dans certaines sphères de ma vie. Fait que tout arrive toujours au bon moment, là. Everything is always working out for me. Mais il a fallu que je m'attrape quelques fois de faire comme, OK, c'est pas que tu veux que ce voyage-là soit fini, c'est pas que t'as hâte fois 1000 de retourner à la maison. C'est qu'en ce moment, le momentum, c'est 3 mois, puis c'est parfait cette durée-là. Puis c'est correct. Puis après ça, ben, ça sera autre chose. Fait que c'était plus une réalisation qui a été surprenante que quelque chose de dur, genre, parce que non, j'ai vraiment rien trouvé de dur. Comme je vous ai dit au début, c'est le voyage le plus stable, le plus de flow, le plus de vraiment d'enracinement puis de calme, là, genre vraiment reconnaissante pour tout ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Il reste 3 questions. Comment intègres-tu Karmakin puis tes heures de travail? Alors, comme je viens de dire, et je vais faire un parallèle avec la question sur respecter le plan alimentaire puis l'entraînement, mais j'ai accepté que j'étais dans une phase de ma vie, dans ma business, que Karmakin allait être en mode maintenance. Donc, à la fin de l'été, j'ai laissé aller plusieurs de mes services, puis je me suis dit, OK, pendant mon voyage, je vais faire du coaching en one-on-one, c'est tout. Je me suis mis un maximum de clientes à prendre aussi. C'est pour ça que j'ouvrais quelques places à chaque mois. Au mois de novembre, c'était complet, j'ai pas ouvert de place. Puis je me dis, OK, ça, c'est mes boundaries. Je fais un infolette par semaine, je fais un podcast par semaine et je coach mes clientes VIP en one-on-one et that's it. Je voulais faire un lancement du défi Karmakin, finalement, ça n'a pas donné. Les clients qui se sont inscrits au défi, je les ai mis en one-on-one. Puis, that's it. Pas de bootcamp, pas de zone Karmakin, pas d'obligation de faire 2 infolettes par semaine. J'ai posté beaucoup parce que j'étais full inspirée, puis j'ai comme eu un renouveau d'inspiration à partager des trucs sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment aimé faire. Durant l'été, j'étais rendue littéralement écœurée là, des réseaux sociaux, si je suis très franche avec vous. Mais j'étais comme, j'aime ça de nouveau, tu sais, faire des stories, puis écrire des posts inspirants, puis... Mais j'espère qu'ils sont inspirants. Utiliser mes expériences de voyage pour coacher des trucs par rapport à la santé. Fait que c'était ça mon intention. Je me dis, c'est pas un moment que je vais travailler 5 heures par jour. C'est pas un moment que je vais travailler 60 heures par semaine. C'est pas un moment que je vais m'installer dans un petit bureau à quelque part puis vraiment plonger en profondeur dans comment je fais grossir ma business. C'était un moment où est-ce que moi puis Geneviève, on a mis en place beaucoup de choses, beaucoup de systèmes pour préparer ce qui s'en vient en janvier. C'est un moment que j'ai maintenu puis que j'ai donné toute mon attention, toute mon énergie, tout mon coaching à mes clientes en one-on-one VIP que ça faisait tellement plaisir de coacher ces quelques soirs-là par semaine. C'est un moment que pendant l'avion, pendant le train, pendant le bus, pendant les journées qui pleut, ben cool, j'ai pas besoin de me pogner de bang, moi je peux travailler sur ma business que j'adore. Fait que ça a été ça mon intention. Fait que comment je l'intégrais? Ben avec le décalage horaire, souvent je prenais mes appels le soir pour moi, donc l'heure du lunch pour mes clientes au Québec. Ceux qui sont évidemment dans le même fuseau horaire que moi, ça allait bien, là, par exemple en Suisse puis en France. Fait que ce que ça faisait, c'est que j'avais ma journée libre, puis le soir, 2 soirs par semaine maximum, ben je me faisais quelques appels. Puis le reste, ben c'était sur mon temps libre. Faire les check-in à mes clientes, comme je disais, préparer les podcasts, les contenus de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il pleut. Fait que c'est pour ça que je me dis, OK, parfait, c'est le moment idéal pour enregistrer le podcast de cette semaine. Fait que c'est comme ça que j'ai fait pour Karmakin. J'ai travaillé beaucoup moins, mais je me suis rendu compte que ça l'a aidé mon programming que j'avais, que je pense que plusieurs d'entre nous, on a, de plus je travaille, plus j'ai de résultats. Puis hustle. Puis pas de limite, je peux travailler le matin, midi, soir, puis la fin de semaine, puis tout. Je me suis rendu compte que même en coupant beaucoup mes heures, mais en étant beaucoup plus intentionnelle et en étant beaucoup plus alignée avec mes objectifs, que je pouvais avoir le même nombre de résultats, tu sais, fait que puis offrir même un meilleur coaching puis du meilleur contenu pour vous. Fait que ça a été vraiment cool de voir ça puis d'accepter que c'est correct si c'est pas des mois records de chiffre d'affaires.
Vraiment, c'est vraiment correct. J'aime bien mieux vivre un 3 mois pour me retrouver, pour recultiver mon bonheur de l'intérieur, pour réaligner avec mes valeurs, pour avoir des clarifications sur ma prochaine phase de vie qui s'en vient, qui va être absolument malade. J'avais tellement besoin de ce break-là, puis d'être en mode maintenance. Puis ce que ça l'a fait pour moi-même, ça vaut bien plus que de faire un mois record à 20 000 $, pendant ton mois d'octobre, par exemple. Fait que voilà. Ceci étant dit, c'était une phase dans ma vie que j'avais besoin de faire, être en mode maintenance, puis c'est correct. Janvier, ça va être différent. On va retomber dans une méga phase de croissance, puis j'ai vraiment hâte, mais j'apprécie tout. J'apprécie ces moments-là où est-ce que, voilà, le focus est ailleurs, tout comme je vais apprécier le moment que le focus va retourner sur la croissance de la business. Autre question, ça va aller vite. Es-tu homesick? Non. Homesick, ça veut dire, genre, est-ce que tu t'ennuies de la maison? Non. Même j'ai été homesick, je pense, une fois, juste en Australie, vers la fin, là, je commençais à être homesick. Homesick, c'est vraiment, tu sais, tu peux t'ennuyer des gens, c'est sûr que j'ai des moments où je suis comme, j'aimerais ça que telle personne soit ici, ou tu sais, je m'en vais, je sais pas moi, dans un jardin de roses, ça me fait penser à mon amie Rachel, parce qu'elle, genre, she's all about roses, ou je vois un musée avec genre des trucs de alien pis de chat, pis j'envoie ça à mon ami Alex parce que ça fait penser à elle, tu sais. C'est sûr que j'ai des moments dans mon voyage que je suis comme, j'aimerais ça que tel ami soit là, ou j'aimerais ça que mon père voit ça, ou j'aimerais ça être avec telle personne en ce moment pour vivre ce moment-là. Ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que là, que je sais que je m'en vais au Québec pendant quelques semaines, puis j'ai des choses vraiment awesome de planifier, des gens que j'ai super hâte de revoir. C'est sûr que oui, je suis excitée, puis j'ai hâte de voir ces personnes-là. Mais homesick, genre un mal de genre, mon Dieu, je m'ennuie de la maison, puis c'est lourd, puis ça t'empêche quasiment de profiter de ton voyage. Ça, non, ça m'arrive pas, puis tant mieux. Mais je suis habituée aussi, tu sais, d'être en voyage puis d'être loin de la maison. Puis à cette heure, avec réseaux sociaux, FaceTime, tu sais, c'est tellement facile de rester connecté. Puis ça fait juste t'aider à apprécier plus le moment quand t'es avec eux, puis apprécier tes moments quand t'es tout seul, quand t'es ailleurs. So you just gotta really appreciate everything, toutes les phases de ta vie. Alright, dernière question. Quels sont tes prochains plans, prochaines destinations? Donc, c'est ça, je rentre au Québec. J'atterris genre le 2 décembre le soir et je vais rester jusqu'au début janvier. Donc, c'est cool, là, j'ai à peu près 5-6 semaines avec un petit road trip à Toronto pour aller voir mon Soul Tribe, mes amis là-bas, passer du temps avec la famille, mes neveux, mes amis, my Soul Sisters qui sont à Montréal aussi. Je veux me faire un petit boost de santé, fait que je veux faire pour ma santé à moi, un protocole pour ma digestion, un petit nettoyage du foie, retourner dans une phase d'entraînement assez intense, c'est vraiment rebooster mon système, ma santé fois 1000 avec des objectifs et des habitudes vraiment à 100%. Puis un petit 80-20 durant le temps des fêtes, ça c'est sûr. Fait que ça, c'est mon plan pour le mois de décembre. Je vais aussi prendre des clientes en personne. Fait que j'ai hâte de vous revoir. Ceux qui ont déjà booké leur rendez-vous pour du Reiki, j'ai super hâte de vous voir. On a un événement aussi le 13 décembre. Un bootcamp qui va être plus que juste un bootcamp, là, c'est de 19h à 20h30 à Vaudreuil. Fait que si jamais ça t'intéresse, va sur mon lien sur Instagram ou écris-moi un message, là, ça va me faire plaisir. On va faire un entraînement ensemble, mais on va aussi faire un petit atelier de bilan de fin d'année, voir nos gratitudes, nos fiertés, nos intentions. Fait que ça va être plus que juste un workout. Donc, il y a ça qui s'en vient le 13 décembre, c'est un mardi soir. Donc, des petites choses comme ça prévues, des petits road trips pour aller voir ma sœur, puis mon ami, Laurie, avec la fête à son fils. Fait que ça, c'est l'intention puis le plan. Fait que j'ai bien hâte. Puis après ça, en début, maximum mi-janvier, je vais repartir. Et je vous dirai les détails une fois que ça va être fait. Mais ouais, je vais repartir durant l'hiver parce que, bon, vous le savez peut-être, là, moi j'aime pas trop l'hiver, donc si je peux être sur une plage pendant les mois froids au Québec, ben je vais le faire. Mais là, les intentions vont être vraiment différentes. Fait que là, mes intentions, comme j'ai déjà mentionné, j'ai eu beaucoup de déblocage au niveau de mon inspiration puis de ma créativité grâce à ce voyage-là. Donc, j'ai un plan très, très précis de où est-ce que je vais amener ma business dans les prochaines années, puis c'est quoi mon prochain gros projet avec Karmakin. Je vous donne pas de détails tout de suite parce que vous le savez, moi, quand je dis quelque chose, parce que c'est clair, c'est fait, puis ça va se passer. Donc, ça va s'en venir, mais janvier, février, mars, donc minimum 3 mois, je veux vraiment, c'est ça, aller m'installer à quelque part, puis moins bouger d'une place à l'autre, être moins en mode voyage, plus en mode je reste à quelque part pendant plusieurs semaines, je m'installe dans mon petit chez-moi sur la plage, je continue les bonnes habitudes de vie, et là, oui, je retombe dans du deep work avec Karmakin
pour faire un cycle de croissance de business avec toutes ces belles nouvelles idées que j'ai. Donc, ça va être en Amérique centrale ou Amérique du Sud. J'ai quelques options en ce moment. J'ai des amis aussi qui veulent peut-être aller en voyage dans cette région-là. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir de la visite pendant mes voyages. Rapidement, le Costa Rica, bon, je suis déjà allée, mais j'ai une amie là-bas. J'ai 2 personnes qui aimeraient ça y aller aussi. C'est peut-être une option. C'est sûr que la Colombie, je dis jamais non d'y retourner. C'est vraiment this place feels like home for me. J'ai une autre amie qui va aller au Nicaragua. Je suis jamais allée, donc ça, c'est une option. Il y a le Guatemala que j'ai pas fait. Donc, bref, ça va être en Amérique latine. Ça va être sur une plage et ça va être en mode optimisation de ma santé puis optimisation de Karmakin à ce niveau-là. Donc, stay tuned for that. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré, que t'as appris peut-être une chose ou deux, que peut-être que tu vas voir tes plans de voyage différemment ou que si jamais tu as des petites peurs ou des petits stress par rapport au temps des fêtes qui arrivent en lien avec tes habitudes de santé, que ça t'a donné un petit peu de reassurance, que ça te rassure un petit peu à ce niveau-là. Et j'espère que tu as aussi hâte que moi de voir la suite de Karmakin. Donc, partage cet épisode-là ou n'importe quel. N'hésite pas à partager la page Facebook Karmakin avec tes collègues, tes amis, le site web, tu sais, n'importe quoi que tu peux faire, si quoi que ce soit que je publie qui t'intéresse, qui te parle, qui t'aide, qui pique ta curiosité, qui t'inspire, c'est sûr qu'en partageant un post, en parlant de moi à une personne, ça fait une différence. Et comme je vous dis, ce qui s'en vient avec Karmakin, c'est assez gros. Alors, j'apprécie vraiment, vraiment ton aide. Ça te prend genre 10 secondes d'envoyer, faire un like, envoyer un post, faire un like, me laisser un review sur le podcast ou inviter quelqu'un à rejoindre l'infolette Karmakin. Tu sais, je donne énormément de choses gratuitement, fait que ça me fait full plaisir de rejoindre plus de gens pour qu'on puisse tous vivre une vie awesome en santé selon nos propres termes. Alors voilà, j'ai oublié de préparer un quote pour aujourd'hui. Attends, je vais essayer d'en penser à un. En fait, je travaillais sur les dossiers de clients ce matin et j'ai un nouveau client. Shout-out à Philippe, si tu nous écoutes. Philippe qui va représenter la jante masculine. J'ai surtout des clientes féminines, mais ça fait toujours plaisir quand j'ai des hommes aussi qui veulent du coaching de moi. Et dans son questionnaire initial, son quote préféré, parce que c'est aussi une question que je demande à mes clients, c'était si la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Hein? Je pense que c'est un quote qu'on entend souvent. So if life is giving you lemon, make some lemonade. Ce qui veut dire que peu importe ce qui se présente à toi dans la vie, même s'il y a des défis, des obstacles, des réalisations qui sont peut-être un peu inconfortables, peu importe, tu as toujours le contrôle sur ce que tu fais avec ça. Fait que si la vie te donne du citron, fais de la limonade. Fait que shout-out à Philippe pour le quote d'aujourd'hui. Puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.